Nous avons avec nous en ligne la présidente des psychologues, de l'Ordre des psychologues du Québec, la docteure Christine Groux. Bon après-midi, docteur Groux. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, docteur Christine Groux, on va prendre cet exemple qui est survenu à Québec, effectivement, sans nous arrêter uniquement sur ce cas, puisque la question de la pandémie fait penser beaucoup à des problèmes de troubles mentaux un peu dans la société. Mais il me semble que le problème de troubles mentaux doit être pris au sérieux, pas seulement en temps de pandémie. Est-ce qu'on a suffisamment travaillé sur ce problème-là dans la société québécoise, docteur Christine Groux? Bien honnêtement, en dehors du contexte de la pandémie, je vous dirais que la santé mentale était insuffisamment adressée. C'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup, mais les services de santé mentale étaient insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Actuellement, dans le contexte de la pandémie, on observe une augmentation de la détresse qui est assez significative chez une majorité d'individus, particulièrement au niveau de l'anxiété, des symptômes dépressifs, de la consommation, des enjeux relationnels aussi. Et donc, on constate qu'il y a vraiment une volonté du ministère de la Santé d'investir davantage au niveau de la santé mentale de la population, ce qui est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut imaginer que nos véritables problèmes à ce stade de problématique de la santé mentale ont commencé à partir du moment où les patients ont été désinstitutionnalisés, ça c'est il y a au moins une vingtaine d'années, et qu'on n'est jamais revenu au point de départ, c'est-à-dire au moment où on s'occupait vraiment de nos personnes qui avaient le problème mental? Quand on regarde l'histoire de la santé mentale au Québec, je vous dirais qu'avec le regard qu'on porte aujourd'hui, probablement que si on était dans le même contexte qu'il y a 30 ans, on trouverait qu'il y a beaucoup trop d'hospitalisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une refonte des soins et services en santé mentale, mais cela dit, l'hôpital et le réseau public de la santé mentale demeurent nécessaires. Et ce qui demeure nécessaire aussi, c'est d'avoir une offre de services qui répond aux besoins de la population et non pas une offre de services à laquelle la population doit se conformer. Alors donc, on a travaillé beaucoup aussi dans notre société sur le fait d'abolir ou de diminuer la stigmatisation des troubles mentaux. Alors maintenant il y a encore du chemin à faire, mais maintenant qu'on a travaillé sur ça et que les gens veulent aller consulter et qu'en plus on s'est assuré de réserver certaines activités en santé mentale et on s'est assuré que c'était des professionnels compétents qui faisaient ces activités-là, il nous reste maintenant à s'assurer de l'accessibilité puis de la qualité des soins. Alors donc, quand quelqu'un éprouve un problème de santé, il doit pouvoir aller consulter, puis il doit pouvoir avoir une réponse rapide, efficace et avec le bon service qui correspond à son réel besoin. Docteur, j'imagine qu'en période de pandémie, parce que tous les services de santé sont au ralenti ou fonctionnent au ralenti, j'imagine qu'il est difficile aujourd'hui d'aller faire une demande et de recevoir le jour d'après un rendez-vous pour aller rencontrer un psychologue. En fait, c'est pour ça que l'annonce du Dr Karmas de ce midi était une bonne nouvelle parce que, dans le fond, on veut pallier un peu aux difficultés d'accès en santé mentale et le gouvernement veut acheter des services au privé pour justement diminuer les listes d'attente et donner un accès plus rapide à la population.
Et c'est très important parce que quand quelqu'un est en détresse sur le plan psychologique, il peut pas se perdre dans des dédales administratifs puis rester sur des listes d'attente indûment. Parce que le problème de santé, en fait, continue non seulement de faire souffrir la personne, mais il risque de s'aggraver et de se complexifier. Alors, docteur Gou, ces jours-ci, les consultations à presque tous les niveaux se font en grande partie, je n'ai pas de chiffres, à distance, par téléphone, téléconférence, genre. J'imagine qu'il est autrement différent lorsqu'il s'agit d'un problème de nature mentale. Quelquefois, le psychologue doit avoir le verbal, doit entendre le verbal, mais voir aussi le non-verbal chez le patient. Mais actuellement, on a vraiment les deux modalités, c'est-à-dire qu'en cabinet privé, les psychologues offrent autant la télépratique que les consultations en privé. Quand on offre une télépratique, on voit la personne et la personne nous voit. Hein, c'est vraiment comme de faire un FaceTime ou un Skype, donc on peut voir la personne. Mais les deux modalités actuellement sont permises et dans le réseau public, c'est davantage des consultations en présence, donc qui sont là. Alors, la modalité de la télépratique, c'est développé de façon un peu accélérée pendant la première partie de la pandémie pour essayer justement de limiter la propagation. Mais au moment où on se parle, quelqu'un qui veut se rendre au bureau d'un psychologue peut très bien le faire. Docteur Gou, dans le cas spécifique, et encore une fois, on ne parlera pas spécifiquement de la situation, mais voilà un cas où immédiatement, tout le monde a dit, tout le monde et les spécialistes compris ont déterminé que c'était le fait d'un jeune malade. Est-ce à dire que tuer gratuitement comme ça n'est pas un acte normal si on n'a pas des motivations très claires, genre se défendre, etc., ou autre chose? N'est pas un acte normal et donc qu'il faut induire qu'il s'agit d'un acte d'une personne dérangée? Ben, encore là, on peut pas se prononcer sur le cas de la fin de semaine et encore une fois, mes sympathies aux familles puis aux personnes éprouvées parce que c'est un acte tout à fait dramatique et qui aura des conséquences dramatiques sur la population des gens de Québec et sur les proches, les familles. Mais cela dit, sans se prononcer sur ce cas particulier, il est évident que en fait, rarement sont les gens qui vont tuer sans motivation. Est-ce que la motivation vient ici de quelle source est la motivation? Bon, on l'ignore encore. Quand la motivation vient d'un trouble mental, ben évidemment, on pense à des contextes, par exemple, où la personne pourrait avoir des hallucinations mandatoires ou pourrait avoir extrêmement peur pour sa propre vie parce qu'elle perd le contact avec sa réalité. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer un tel geste. Dans le présent cas, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est jamais une seule cause. C'est-à-dire qu'il y a toujours des variables individuelles qui sont reliées à la constitution de la personne, au trauma qu'elle a vécu, à la consommation de substances qu'elle a pu prendre, à l'intégrité de ses fonctions mentales. Ensuite, il y a aussi un volet psychosocial, c'est-à-dire est-ce que la personne est isolée, est-ce qu'elle est un peu reclus ou exclue de la société, est-ce qu'elle vit dans une extrême pauvreté, sans personne, sans filet social autour d'elle qui est un facteur de protection. Et en troisième lieu, ben, il y a un contexte. Alors donc, souvent un contexte qui est un peu le déclencheur et qui surviennent dans la vie de la personne. Alors ici, on pourrait penser que la pandémie peut être un contexte, par exemple, si une personne était en rupture de service et n'avait pas les services requis. Mais je tiens à souligner et à souligner plusieurs fois que la très, très grande majorité des gens qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas dangereux et ça, c'est très important. Parce que c'est vraiment pas
il faut vraiment pas considérer le problème de santé mentale comme étant un facteur unique de risque de dangerosité. Et c'est un peu pour ça, par rapport à la question qui a été posée, savoir que tu es gratuitement, sans aucune motivation, sans aucune animosité, c'est quelque chose qui n'est tellement pas naturel que le système de justice se propose chaque fois qu'il y a un cas semblable d'analyser les facultés de la personne en question, l'accusé en question. En fait, je pense que la nature humaine cherche à comprendre le geste, et en même temps, le geste n'est pas nécessairement excusable, mais on doit minimalement se poser la question, est-ce qu'on doit traiter, soigner l'individu qui commet le geste différemment? Donc, voilà. Et donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un incident qui est survenu, malheureusement, qui a coûté la vie à des innocentes personnes, mais par contre, on n'est pas en danger par rapport au nombre de personnes qui souffrent de troubles mentaux, qui circulent, qui déambulent dans les rues et qui s'occupent à leurs affaires, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous en danger pour autant. Absolument pas. C'est une tragédie ce qui est arrivé, et mon souhait, c'est vraiment que les victimes et les victimes collatérales puissent avoir tout le soutien psychologique dont ils vont avoir besoin. Mais il faudrait pas penser qu'on doit avoir peur des individus qui ont des troubles mentaux. Ce serait assez dramatique de penser comme ça, parce que la très grande majorité des personnes qui souffrent d'un trouble mental ne seront jamais dangereuses de leur vie. Et donc, ça, c'est important de le considérer. Et d'autre part, écoutez, encore une fois, mes sympathies aux familles. Docteur Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça m'a fait grand plaisir, M. Pierre. Bon après-midi à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.